Rwanda, la fin du silence, c'est le titre d'un livre glaçant qui sort demain en France et qui fait déjà beaucoup parler dans la presse française. Ancien militaire, Guillaume Ancel apporte des nouvelles révélations sur le rôle de la France pendant le génocide des Tutsis. C'était en 1994 au Rwanda, il y a 24 ans. L'ancien lieutenant-colonel raconte en détail le déroulement de sa mission entre le 25 juin et le 5 août 1994 lors de l'opération française controversée baptisée Opération Turquoise. Bonsoir Guillaume Ancel, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été donc dans l'armée française que vous avez quittée en 2005. Vous travaillez aujourd'hui dans le privé. On va d'abord vous donner la parole, mais on va regarder quelques images qui nous replacent le contexte et surtout les relations tumultueuses entre la France et le Rwanda. Et ce qu'on reproche exactement à la France, c'est Sophie Roussy qui nous prépare ce résumé. Pourquoi 24 ans après le génocide des Tutsis, autant de zones d'ombre, d'accusations et contre-accusations, de plaintes et d'enquêtes entourent-elles toujours les relations France-Rwanda? Pourquoi le rôle du gouvernement français dans ce pays meurtri en 1994 reste-t-il tabou et polémique? Paul Kagame en 2014, lors des commémorations à Kigali. Aucun pays n'est assez puissant, même s'il pense l'être, pour changer les faits. Les faits sont écrits. Dans sa ligne de mire, la France. Mais de quel fait parle Paul Kagame? Pour certains chercheurs, journalistes ou témoins, la France aurait été complice, au minimum d'avoir fermé les yeux, au pire d'avoir soutenu le régime génocidaire. Sur ces images, les forces françaises déployées sous mandat onusien, quelle est leur mission exacte? La France a fait le maximum, si vous voulez, pour sauver et protéger les populations. Il a fallu un courage politique fort au président Mitterrand pour engager la France dans une opération difficile, en toute impartialité, avec un mandat de l'ONU. Et pour les soldats qui ont été sur le terrain, c'était très compliqué. Bicécéro, juin 1994, sur ces collines, des centaines de Tutsis se terrent. Ils croisent des militaires français, leur demandent de l'aide, mais les militaires mettront plusieurs jours avant de revenir les sauver, faute d'ordre. Pourtant, certains soldats désobéiront. Lorsqu'on est soldat, lorsqu'on désobéit, c'est un acte important qui est accompli. Ces gens-là ont été extrêmement courageux. Beaucoup ont quitté l'armée après le Rwanda. En revanche, les officiers, les donneurs d'ordre, eux, qui ont assumé une forme de collaboration avec les tueurs, ces officiers-là ont tous été promus. Autre accusation portée à l'encontre de la France, des miliciens hutus, des génocidaires auraient pu passer la frontière pour se réfugier au Zaïre voisin, profitant du couloir humanitaire créé par l'opération Turquoise, voire des armes auraient été fournies aux forces rwandaises. Les décideurs de l'époque se défendent. Hubert Védrine, conseiller du président Mitterrand. C'est la suite de l'engagement d'avant, la France considérant que pour imposer une solution politique, il fallait bloquer l'offensive militaire. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc, ce n'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. En 1998, une mission parlementaire niera l'implication de la France dans le génocide, mais critiquera les erreurs de jugement. En visite à Kigali en 2010, le président Nicolas Sarkozy confirmera. Grave erreur d'appréciation. Forme d'aveuglement quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné. Depuis, peu d'avancées. L'éternel dossier judiciaire de cet attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana empoisonne les relations diplomatiques. Des proches de Paul Kagame sont toujours mis en examen en France. Conséquence, aucun ambassadeur français n'est accrédité à Kigali. Un lourd et long contentieux dont a hérité Emmanuel Macron. Guillaume Ancel, on a entendu Hubert Védrine, qui était alors secrétaire général de l'Élysée, qui dit c'est pas la peine de nous présenter tout cela comme une pratique abominable qui serait en gros cachet. Que lui répondez-vous? Oui, il a raison de son point de vue. Le fait de soutenir un gouvernement qui organise le génocide des Tutsis sous nos yeux, ce n'est pas un problème. Je pense que le problème est là. C'est qu'il faudrait enfin qu'il pose ses lunettes noires et qu'il arrête de raconter des fables aux Français. Ce que nous avons fait au Rwanda est inacceptable. Pourquoi? Parce que concrètement, et c'est pour ça qu'à mon avis, mon témoignage est compliqué à contrecarrer, parce que je ne fais que raconter ce que j'ai fait, les opérations auxquelles j'ai participé concrètement au Rwanda. Nous sommes arrivés en 1994 au milieu du génocide.
D'abord, nous avons essayé de remettre au pouvoir le gouvernement rwandais qui était juste l'organisateur du génocide. C'était difficile de ne pas le voir puisque les forces rwandaises s'en vantaient. Elles le disaient, elles n'osaient pas le faire devant nous, mais elles ne s'en cachaient absolument pas. Quand nous avons enfin renoncé tard dans l'opération, nous avons protégé leur fuite. Et au passage, nous les avons laissés organiser l'exode de leur population. 100 000 morts supplémentaires. Et enfin, nous leur avons livré des armes dans des camps de réfugiés au Zaïre alors que nous étions sous mandat humanitaire. Donc moi, personnellement, ça me pose un problème. Le Zaïre, c'est l'actuelle République démocratique du Congo. Alors dans ce livre intitulé « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français, vous le disiez, vous racontez un témoignage quasiment au jour le jour dans ce livre. C'est aux éditions Les Belles Lettres, Mémoire de guerre. Face à ce lourd secret, vous avez choisi de raconter ce que vous avez vécu. Vous étiez aux premières loges. Tout commence en 22 juin 1994. Vous êtes alors en partance pour le Rwanda, la base militaire de Val-d'On près de Lyon. Quelle est votre mission au juste ? En fait, le premier ordre d'opération qu'on reçoit, qui est un ordre préparatoire, mais qui va être exécuté dès qu'il est confirmé, c'est de mener un raid terrestre sur Kigali, donc pour remettre au pouvoir le gouvernement. C'est pour ça que tout ce qu'on a raconté autour, le camouflage humanitaire, pardon, mais c'est une fable. Remettre en place le gouvernement du président assassiné Habyarimana. Tout à fait. Mais c'est ce gouvernement qui organisait le génocide. C'est pour ça que quand le président Sarkozy, tout à l'heure, parlait d'une grave erreur d'appréciation, je pense qu'on est encore dans l'euphémisme. Ça n'est pas de l'aveuglement, c'est de la cécité intellectuelle qui nous a frappés collectivement. L'opération turquoise, comme elle est baptisée, est une opération dite humanitaire. Vous remettez cela en question. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'était en fait tout sauf une opération humanitaire ? Du moins, soyons précis dans un premier temps. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des interventions humanitaires. À partir du moment où on en a reçu l'ordre, nous avons protégé, avec l'unité de Légion étrangère dans laquelle j'ai été intégré, un camp très important de réfugiés à Nyarushishi. Mais avant ça, on a tout fait pour aider les forces du gouvernement rwandais, qui, encore une fois, étaient les génocidaires. Et c'est là où on s'est complètement trompé. On l'a vu, on a essayé de détourner notre regard. Quand il y a eu Bisesero, mon unité était de réserve. Elle aurait dû être mobilisée pour aller protéger les rescapés de Bisesero entre le 27 et le 30 juin. Non seulement nous n'avons pas été mobilisés, mais le jour où nous l'avons été, le 30, ça a été pour aller se battre contre les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on s'est trompé de mission. Mais là, encore une fois, je voudrais bien que mes propos soient clairs. Je ne critique absolument pas mes compagnons d'armes, dont j'ai admiré le courage et le professionnalisme, et qui ont mené les missions qu'on leur a confiées avec beaucoup d'attention. Ce que je remet en cause, ce sont les décisions qui ont été prises. Pourquoi est-ce qu'on est allé soutenir un gouvernement génocidaire, le seul génocide que nous aurions pu empêcher ? Mais justement, c'est ce qu'on a du mal à comprendre dans cette affaire qui pourrit les relations entre la France et le Rwanda depuis 24 ans. Pourquoi, comme on l'a vu à l'image à Bisesero, pourquoi est-ce que les militaires français n'interviennent pas ? Alors vous nous dites parce qu'ils reçoivent l'ordre politique de ne pas intervenir, mais quel est l'intérêt de la France de dire à des soldats n'intervenez pas pour protéger des civils ? Mais en fait, l'ordre qu'ils reçoivent... Quel est l'intérêt aussi de soutenir un régime génocidaire ? C'est de continuer leur mission. Leur mission, c'est de stopper les ennemis des génocidaires. Mais quand on stoppe les ennemis de génocidaires, on se fait complice. C'est là où nous nous sommes égarés. On était aveuglés par cette politique qui n'a jamais été exposée. Car les décideurs de l'époque, dont Hubert Védrine, n'ont jamais osé dire quelle était la politique de la France. Et c'est pour ça qu'ils se sont camouflés habilement sous une intervention humanitaire pour ne pas avoir à dire aux Français que l'opération menée en leur nom a consisté malheureusement à être complice des génocidaires des Tutsis au Rwanda, qui a fait pratiquement 1 million de morts en 1994. Sur une population qui compte 6 millions d'habitants, on le rappelle. Paul Kagame, aujourd'hui président de la République rwandaise, était à la tête de groupes belligérants qui affrontaient les génocidaires. Quelles étaient les consignes politiques que vous receviez ? Quelle attitude deviez-vous avoir face aux forces de Kagame à l'époque, qui n'étaient pas présidents mais miliciens ? D'une totale ambiguïté, puisque officiellement on affichait une neutralité dans cette opération, alors qu'on est rentré à côté d'une des factions. Et en plus, cette faction, c'était les génocidaires. Donc, si vous voulez, notre neutralité, elle n'était que pour l'affichage. Dans la réalité, on s'est rendu complètement complice de ces forces qui, encore une fois, commettaient le génocide sous nos yeux. C'est-à-dire que même si on se bouchait les oreilles, on ne pouvait pas ne pas entendre les victimes. Et ce qui est inouï, c'est que 24 ans après, on continue à parler d'une opération humanitaire, alors qu'on explique aux Français pourquoi les archives sont toujours bouclées. Si c'était une intervention humanitaire, on devrait s'en vanter. Vous demandez la levée aujourd'hui totale du secret défense ?
une vraie levée du bouclage des archives. Parce que, encore récemment, après l'annonce du président François Hollande, qui pour mettre fin au débat qu'a suscité mon premier témoignage en 2014 et qui a annoncé que les archives seraient ouvertes, un ami chercheur a reçu comme réponse de l'Institut François Mitterrand que les archives étaient ouvertes mais non consultables. À Sarajevo, j'avais reçu un ordre du même genre, c'était riposter sans tirer. Bon, à un moment, il faut être un peu cohérent et rationnel. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ouvre les archives, qu'on permette aux chercheurs de s'en emparer. Ils nous diront ce qui s'est passé. Alors vous, comme à Sarajevo, en Bosnie, vous aviez le même rôle, hein, c'était de guider au sol les frappes aériennes. Vous racontez un 26 juin 1994, aéroport de Goma, au Zaïre, en RDC, un officier d'état-major nous rend visite sur notre campement de fortune. J'aimerais l'interroger sur la suite de la mission, puisque nous étions censés arriver par surprise pour mener une action offensive, mais il me répond, il ne vous répond pas, hein, et se contente de récupérer avec d'inhabituelles précautions l'ordre préparatoire reçu à Nîmes, et là il va déchirer des documents. Oui, il va les détruire. C'est-à-dire que normalement, en opération, quand on passe un ordre suivant, on s'occupe tout seul de brûler ou de détruire l'ordre qu'on a reçu. Et là, ça m'a beaucoup intrigué. On vient d'arriver, on a reçu cet ordre à Nîmes, et en fait, cet officier, manifestement, est là pour effacer cet ordre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu en permanence une discussion au plus haut niveau de l'État entre un clan plutôt de faucons, qui voulaient continuer le combat et qui refusaient de voir ce que pourtant même la DGSE leur avait dit, c'est que ceux qu'on soutenait étaient des génocidaires. Et puis ceux qui voulaient absolument stopper cette horreur parce qu'ils savaient qu'un jour on serait accusé de complicité de génocide et qu'on serait mis au banc des nations. Vous vous sentez d'une certaine manière complice de ce qui s'est passé ? Oui. Parce que ce que nous avons fait est inacceptable. Et ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait comme certains de mes compagnons d'armes qui ont dit non. Quand on leur a demandé de livrer des armes dans des camps de réfugiés au Zaïre, moi je me suis contenté de râler et de demander des explications. Armes qui sont tombées dans les mains de miliciens génocidaires. Donc on a remis volontairement à des génocidaires qu'on avait installés dans des camps de réfugiés au Zaïre et qui a ensanglanté l'Est du Zaïre pendant 20 ans. Je pense qu'ils avaient raison parce que la responsabilité d'un officier, c'est de dire non quand il le faut. Vous revenez aussi sur les menaces voilées ou plus explicites que vous avez reçues depuis que vous avez brisé l'omerta sur cette question du génocide des Tutsis et des Hutus modérés, on le rappelle. Qu'en est-il au juste de ces menaces ? On a beaucoup dépensé d'énergie à me convaincre de ne surtout pas témoigner, comme si on souhaitait que ce silence devienne amnésie. Je ne pense pas que cette culture du silence protège les militaires. Moi, j'invite mes anciens compagnons d'armes à raconter la réalité de ce qui s'est passé, exactement comme le font les anglo-saxons. Il y a le temps du secret opérationnel au moment où se déroule l'opération, mais 5 ans après, il n'y a plus de secret opérationnel. Là, on est 24 ans après. On raconte ce qui s'est passé plutôt que de me menacer. Me menacer, c'était m'indiquer que ce sujet méritait d'être défendu. Donc je me tairai quand on arrêtera de me menacer. Vous avez aussi connu le génocide au Cambodge, le deuxième. Il y a celui du Rwanda. Est-ce que vous faites des cauchemars ? Vous savez, j'ai passé que 50 jours en opération au Rwanda. Pendant 25 ans, je me suis questionné. Oui, j'ai quelques fantômes. Et c'est cela que j'ai voulu partager dans Rwanda, la fin du silence. Parce que les écrire, pour moi, c'est avoir l'assurance qu'on ne pourra plus effacer mon témoignage et aussi de pouvoir partager ces fantômes avec tous les lecteurs. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce témoignage. Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français. Les belles lettres, mémoire de guerre, c'est demain en librairie en France.